sur une base de continuité, d'un programme de priorité commune, qui se base évidemment sur une analyse. Le besoin d'analyse et de réflexion n'a pas disparu, mais qui prétend, et on est loin d'y être arrivé, mais on n'abandonne pas la bataille, contribuer à installer un rapport de force des paysans, des féministes, des écologistes, des syndicalistes, des altermondialistes face à l'Union européenne. D'accord. Et donc, c'était justement un petit peu l'enjeu des ateliers auxquels vous avez participé dans le cadre de ces universités d'été, notamment ce matin avec un atelier qui mettait en face de cet establishment européen qui vraiment à l'heure actuelle tente de parfaire son projet néolibéral et le fait de manière totalement débridée. Justement cette Europe qui se lève, cette Europe qui se rebelle contre des attaques en ligne est vraiment énorme sur tous les droits du travail, droits sociaux, droits à l'éducation, etc. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous éclaircir d'une part, je dirais, le passé de ce démantèlement généralisé des droits et en même temps justement ce qui se met en place progressivement en tout cas de votre point de vue en face pour essayer de lutter contre cette mise à plat généralisée. Oui, ce qu'on voit c'est que l'Union européenne comme organisation politique est dans une crise absolument sans précédent. Le Brexit, mais des divisions aussi majeures sur à peu près toutes les questions. Une série des traités ne sont plus respectés. Chaque fois qu'un pays veut arrêter Schengen ou menace de sortir d'une partie ou d'une autre des traités européens, on sent que l'Union européenne est profondément fragilisée. Et pourtant, elle fait ce que son logiciel veut qu'elle fasse. C'est pas que l'Union européenne est sortie de ses rails, c'est qu'elle est sur des rails, ceux d'être l'organisation en Europe du capitalisme financiarisé, et que ces rails mènent à une impasse. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne est dans une crise très profonde parce que depuis longtemps, et certainement depuis Maastricht, donc depuis un quart de siècle maintenant, fondamentalement, l'Union européenne est là pour organiser le néolibéralisme, la compétitivité et puis l'austérité en Europe. Et ça, on voit que ça conduit à une impasse sociale, économique et démocratique. Tout à fait, ouais. Justement, vous en parliez avec des exemples très concrets, notamment sur le fait que depuis 30 ans, il y a à peu près une baisse de 10%, comme vous le disiez, des prélèvements primaires, c'est-à-dire vraiment de ce qui permet d'organiser une redistribution des richesses et de vrais États et une vraie Europe sociale. Oui, c'est le paradoxe. L'Union européenne s'est mise à parler depuis quelques mois, depuis un an maintenant, de relancer un pilier social dans l'Europe, ce qui devrait faire plaisir, même si on sent vite le mince vernis d'hypocrisie qu'il y a dans ce discours-là. Mais en même temps, ce qui est la réelle fondation d'un modèle social qui permet des services publics, qui cherche le plein emploi, qui assure une véritable sécurité sociale, tout cela est battu en brèche depuis 30 ans, notamment par les politiques de l'Union européenne. Et je prenais l'exemple de dire tout le monde chante les vertus de la redistribution, de la protection sociale, etc. Y compris à droite, on dit c'est très important, ne serait-ce que pour éviter que ça explose. Ils cherchent alors des mécanismes d'accompagnement social de la compétitivité. Mais on fait mine d'oublier qu'on ne peut redistribuer que ce qui a d'abord été distribué dans l'entreprise. C'est-à-dire que si les salaires baissent ou si la partie socialisée du salaire, donc la cotisation sociale baisse, ben après, on peut faire tout le discours qu'on veut sur l'importance du congé de maternité, etc. Bon, c'est du blabla, parce que l'argent qui est parti vers les actionnaires, qui est parti vers le profit, il ne revient jamais. Et donc, les 10%, c'est 10% du produit intérieur brut, c'est-à-dire 10% de toute la richesse produite dans le pays chaque année, qui ont été perdus pour les travailleurs, principalement sous la forme de la cotisation sociale. On le voit de toute façon à travers les campagnes d'attaque justement et de ses partenaires, puisqu'il n'y a pas qu'attaque, mais sur l'évasion fiscale. On le voit à travers un exemple très concret en France, en me plaçant à ce niveau-là, avec les 46 milliards de dollars de redistribution aux actionnaires qui ont été pratiqués donc, l'année dernière. On est vraiment dans cette opposition finalement de deux modèles sociaux, quoi. Un modèle social qui se base sur vraiment les solidarités, qui est le modèle ancien, qui est démantelé à l'heure actuelle, et un modèle finalement qui est basé sur ce qu'on pourrait appeler du fake, quoi, du mensonge généralisé. C'est-à-dire, ce qui est du mensonge, c'est les soi-disant préoccupations sociales de la Commission européenne, de l'Union européenne, qui en fait ne cherchent qu'à saupoudrer un vernis de protection sociale sur leur modèle, qui est un modèle
Et là, ils ne demandent pas qui est un modèle de compétition et de compétitivité dans lequel chaque pays est l'adversaire des autres pays, chaque travailleur est l'adversaire de son collègue. On le voit avec les travailleurs détachés en France. Hein. Voilà. Et ça, c'est leur vrai modèle. Mais comme vous le dites, c'est l'un ou l'autre. On ne sait pas avoir une Europe qui est construite sur la concurrence, la compétitivité, la privatisation, la défense des intérêts du business et recouvrir ce modèle-là d'un mince vernis de protection sociale. Ça ne marche pas. Et donc si l'Union européenne veut vraiment prendre au sérieux la question de la protection sociale, qui est une question qui intéresse les citoyens partout, si on interroge les gens, ils sont préoccupés de leur santé, de leur emploi, de leur retraite. Mais ce qu'il faut, c'est un salaire minimum dans tous les pays et l'augmenter. C'est la liberté de négociation collective et l'application réelle des conventions collectives librement négociées. C'est la réduction collective du temps de travail, importante. C'est maintenir un accès à un âge raisonnable à la retraite. C'est créer beaucoup d'emplois publics, notamment dans la question du climat, mais aussi dans l'enseignement, la culture, tout ça. Ça, c'est la base d'une protection sociale. D'accord. Et finalement, justement, un des enjeux de ce matin, du séminaire de ce matin, c'était de montrer que face à ça, il y avait vraiment une Europe qui était en lutte, qui tentait justement de s'organiser pour éviter de tout perdre et même voilà, de reconquérir des parcelles de territoire et en même temps aussi pour finalement proposer une alternative à celle qui est en train de monter aussi bien en Europe qu'à l'international, qui est celle finalement des extrêmes droites. Oui, parce qu'évidemment, un des résultats du choix de l'austérité que l'Union européenne a fait autour de 2010, au début de la grande crise financière, c'est qu'effectivement, à force de couper dans les budgets publics, de facto, les services publics marchent moins bien, il y a moins de trains, les hôpitaux n'ont plus les moyens de soigner les gens correctement, les écoles fonctionnent moins bien, etc. Donc les gens se rendent compte que l'espèce de promesse de l'État protecteur, de l'État social, qui datait des années des 30 glorieuses, elle est de moins en moins tenue. Et au lieu, le plus souvent, de faire l'analyse, de dire c'est le néolibéralisme, c'est l'austérité qui est en train de détruire notre bien commun, protection sociale, service public, beaucoup de gens disent j'en ai marre, l'État ne me protège plus, les services publics ne marchent plus. Et donc c'est la faute des réfugiés, c'est la faute des étrangers, c'est la faute des chômeurs, c'est la faute des autres. Et donc un des résultats de l'austérité voulue en Europe, c'est la montée de l'extrême droite. Le lien est direct et évident. Et on pourrait même aller plus loin. Enfin, il y a certaines analystes qui poussent le trait jusqu'à dire que de toute façon l'extrême droite a toujours été l'allié de la finance à travers l'histoire et que finalement toutes les pièces sont en train de se mettre en place pour faire ce que l'Europe fait déjà, c'est-à-dire quelque chose de profondément antidémocratique. On le voit en France avec Macron et la loi travail et le 49.3 qui va encore être utilisé prochainement. Alors, je pense que le besoin inextinguible, la soif inextinguible d'accumulation du capital, qui est le moteur des économies qui nous dirigent, préfère fonctionner dans une démocratie bourgeoise. Préfère. Mais s'il faut passer par des mesures autoritaires, si la démocratie ne fonctionne plus bien et qu'il faut choisir d'attiser les feux de la xénophobie et de la haine des démocraties, ça leur convient aussi. C'est un bon second choix pour eux. L'alliance est tout à fait naturelle. Et là, il y a de nombreux exemples dans l'histoire et c'est en train de se représenter devant nos yeux, oui. Vous parliez enfin ce matin dans votre exposé, sans avoir vraiment eu le temps de développer, parce que bon, c'est un vaste sujet, mais de cette dimension qui pour vous, pour la sécurité sociale, pour vous, qui est vraiment profondément écologique. Est-ce que vous pourriez nous en dire quand même quelques mots ? Oui. Parce que c'est une nécessité. C'est plus une intuition et un espoir qu'une description de la réalité. La protection sociale, comme elle a bien fonctionné dans la plupart des pays d'Europe de l'Ouest, elle était assurantielle, elle était solidaire, elle était en partie émancipatrice. Et je prétends que reconquérir les potentiels du salariat et de la sécurité sociale nous offrirait des armes importantes face à la crise écologique. Je m'explique. On ne sortira pas des problèmes écologiques, CO2, pollution, épuisement des ressources, si on ne sort pas d'un modèle basé sur la croissance. Or, du point de vue de chaque travailleur, de chaque individu, moins il a des protections collectives, moins il a des services publics, plus tout est marchandisé. L'école est marchandisée, la santé est marchandisée, l'assurance retraite est marchandisée. Plus il est obligé de travailler beaucoup pour s'acheter sa protection, sa sécurité, etc. Et donc vraiment, il y a un choix fondamental, c'est de dire, est-ce qu'on va continuer à tout marchandiser
tout individualisé. Et dans ce cas-là, il faut travailler plus pour gagner plus, pour travailler plus pour gagner plus, etc. Bon, hein. C'est ce qui est en train de se passer avec le travail en France, en Belgique, partout ailleurs. Il faut travailler de plus en plus longtemps. Pour gagner de moins en moins souvent. Pour gagner de moins en moins, oui. Et même si on gagne un peu plus, on le perd 2 fois parce que le peu qu'on gagne, on va le mettre dans une assurance hospitalisation, dans une assurance pension, dans les frais de scolarité des enfants, etc. L'autre modèle, c'est de dire non, on crée un modèle fortement assurantiel dans lequel on travaille moins. On a éventuellement un revenu net inférieur parce que peut-être qu'on ne sait pas avoir en même temps les 4 jours et des augmentations de salaire indéfinies. Mais on est sûr qu'on a une sécurité d'existence qui est basée sur le fait que vraiment les besoins fondamentaux reposent sur une logique de bien commun. L'exposition au danger de la vie, maladie, accident, charges de famille sont pris en charge par le salaire socialisé. Et j'avais cité cette formule entendue de Gérard Filoche que je trouve extrêmement parlante. Le salaire net en poche, c'est ce qui me permet de vivre ce mois-ci, c'est important. Mais le salaire brut, la cotisation sociale, c'est ce qui me permet de vivre en sécurité toute ma vie. Et quand on est avec des gouvernements, que ce soit Macron chez vous, que ce soit notre gouvernement d'extrême droite en Belgique, que ce soit presque partout en Europe, qui coupe dans les cotisations sociales, quitte à passer par des subterfuges comme la CSG, en fait, il détruit ce qui est la base de notre sécurité d'existence pour toute la vie. Alors on dit, c'est pas grave, ce mois-ci, tu auras ton net. Oui, ok. Mais après, on est exposé au danger des risques de la vie ou de la vieillesse ou de la maladie. Et alors, ça devient très difficile de faire des choix écologiques puisqu'on se dit, moi, je ne peux compter que sur moi-même. Et donc, il faut que je gagne beaucoup, que je travaille beaucoup, que je mette beaucoup d'argent de côté parce qu'il n'y a pas de sécurité collective. Et au détriment de la nature et des autres, finalement. Évidemment. Donc, le modèle qui s'opposerait à ça, et vous parliez justement de la CSG, qui est vraiment une arnaque totale. Hein, Totale. Puisque c'est encore une fois un cadeau capital, Oui. et au détriment de ce que vous venez de citer. Un modèle qui s'opposerait à ça, c'est vraiment, finalement, de remettre en avant le bien vivre et le vivre ensemble. Bien vivre, vivre ensemble, travailler moins, travailler tous. Rechercher un plein emploi, ce qui ne veut pas dire qu'on cultive la valeur travail, c'est tout au contraire. Travailler moins pour travailler tous, parce qu'il y a plein d'autres choses intéressantes à faire dans la vie, mais il faut chercher l'égalité et la sécurité collectivement. Oui, et puis c'est d'autant plus vrai à l'heure actuelle avec l'automatisation ou l'ubérisation, ou de toute manière, là encore, comme vous le disiez au début, les promesses du capitalisme ne sont absolument pas tenues. Il n'y aura plus jamais, il ne sera pas pourvoyeur de travail pour tous, loin de là, quoi. Non, mais le travail ne disparaît pas non plus, mais il faut le partager radicalement. Aujourd'hui, le partage du travail, il fonctionne sur cette base-ci. La moitié des gens ont un boulot à temps plein, un quart des gens sont très précarisés, un quart des gens n'ont rien. C'est une forme de partage du travail, sauvage, porteuse de violence. On pourrait très bien choisir de dire, tout le monde va travailler beaucoup moins, 3 jours semaine, 4 jours semaine. Non seulement le partage du travail, mais le partage aussi des richesses produites par ce travail. Bien sûr. Merci infiniment, Felipe. Merci à vous. Et à une prochaine rencontre lors des prochaines universités d'Attaque. Et longue vie à TV Bruit. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau café TV Bruit au sein de l'université d'été d'Attaque 2017. Donc aujourd'hui à cette table nous recevons Geneviève Azam, bonjour. Vous êtes économiste et membre du conseil scientifique d'Attaque. Nous recevons aussi Loïc Blanc, bonjour. Bonjour. Et vous êtes membre d'Enercop. Coopérateur au sein du mouvement Enercop. Coopérateur au sein d'Enercop, excusez-moi. Je suis également coopératrice au sein d'Enercop. Ah bah c'est parfait, comme ça on a un bon duo. Donc moi je voulais revenir avec vous, Geneviève Azam, par rapport à cet accord de Paris qui avait fait beaucoup parler de lui et qui, comme il n'avait aucun aspect contraignant pour les États finalement, avait fait figure de symbole, mais qui avait beaucoup changé avec la décision de Trump. En voyant les déclarations de Donald Trump, on avait eu beaucoup de retours forts, énergiques, de la part de nombreux États, voire de la part de nombreuses municipalités qui s'étaient élevées contre les déclarations de M. Trump. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que vous en pensez en fait finalement? Bon, vous avez raison de dire que l'accord de Paris n'est pas contraignant pour les États. Cet accord de Paris reprend les engagements volontaires des États et donc qui n'engagent qu'eux-mêmes. Bon, évidemment, le fait qu'on soit arrivé à un accord est une victoire diplomatique extrêmement importante. La diplomatie française a très très bien œuvré, je dirais, pour arriver à cet accord, qui est un accord symbolique.
Bon, nous n'ignorons pas que nous avons besoin de symboles, nous le savons. Nous pensons tout de même que par rapport à l'urgence climatique, nous avons besoin de plus que des symboles. Nous avons besoin de symboles, mais nous avons besoin de plus que des symboles. Le fait que Trump se sorte de l'accord de Paris a soulevé, c'est vrai, une réaction internationale de nombreux États. Je me permets de dire là sur votre antenne que j'espère que ce soulèvement des consciences ne sera pas que symbolique, c'est-à-dire que suite à ce soulèvement, à cette indignation qui a été exprimée par rapport au départ de Trump, cela se traduise vraiment dans les faits, très concrètement, par des dispositions qui permettent d'avancer véritablement vers le... Bon. Vous avez peur d'une sorte de déclaration de bien-pensance de la part de certains ? Je ne dirais pas bien-pensance. En tout cas, je crains que ce soit encore des réactions bien symboliques. Et là, j'appelle l'Union européenne, puisque l'Union européenne peut retrouver un rôle qu'elle a perdu très largement au sein des négociations climat, pour justement mettre en œuvre un plan énergie-climat de l'Union européenne qui soit bien supérieur dans ses objectifs à celui qui nous est proposé aujourd'hui. Vous pensez que ce genre de réponse peut venir de l'Union européenne, avec les accords comme le TAFTA qu'elle s'était évertuée à défendre? Vous pensez vraiment que l'Union européenne peut nous aider à défendre le climat? Je crois que l'Union européenne, ne l'oublions pas, avait eu un rôle dans les années 1990 assez positif dans le cadre des négociations internationales, en particulier pour la signature du protocole de Kyoto. Ça a été une période un petit peu de grâce, une période, on dit, social-démocrate, un petit peu où l'Union européenne a poussé pour cet accord qui était un accord contraignant. Le protocole de Kyoto. Depuis, il y a machine arrière. Donc, je n'ai pas beaucoup d'espoir de ce côté-là, évidemment, mais en tout cas, puisqu'il y a eu ce cri d'indignation des États, et bien que cela se traduise très concrètement par des mesures très concrètes, comme l'ont fait certaines villes, notamment certaines villes américaines ou certains États américains, qui ont dit: bien que Trump ait fait cette déclaration, nous appliquerons, nous, la direction de l'accord de Paris. Et je me permets de dire, nous pouvons espérer qu'ils aillent au-delà de l'accord de Paris, puisqu'il ne faut pas oublier que non seulement cet accord n'est pas contraignant, mais que s'il est respecté, ce qui n'est pas bien parti, s'il est respecté, il nous conduit vers un réchauffement de entre plus 3 et plus 6 degrés à la fin du siècle. Alors j'en profite pour rebondir avec Loïc Blanc. Nous avons parlé là surtout d'échelle supranationale et on voit avec les villes une réaction à l'échelle plus locale. Vous faites partie donc du coup d'Enercop. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'Enercop ? Rapidement, pour rebondir, Enercop, c'est une société coopérative d'intérêt collectif, un mouvement citoyen qui est composé de 10 coopératives en France, qui fournit de l'énergie 100% renouvelable en circuit court à n'importe quel Français au niveau individuel, mais aussi au niveau des entreprises et des collectivités territoriales. Mais c'est un mouvement qui est né du fait de la libéralisation du marché de l'énergie en France il y a 10 ans, dû à une directive européenne. Et c'était un peu un contrepoids pour se dire, libéralisation du marché, on va essayer de reconstruire un service citoyen de l'énergie, au service de tout, qui prend en compte évidemment l'urgence climatique, mais aussi la précarité énergétique, l'économie d'énergie et aussi l'appropriation par les citoyens des moyens de production. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Et cette idée que ce qui se passe aux États-Unis, c'est un niveau supranational qui n'intéresse pas les Français, c'est faux, parce qu'en fait, même en France, finalement, les régions ou les collectivités, on parlera des citoyens après, peuvent prendre des initiatives en dehors de l'accord de Paris. On voit que par exemple en Midi-Pyrénées, il y a une volonté très forte affichée politiquement en tout cas, de devenir la première région à énergie positive d'Europe. Ça n'a pas attendu, j'allais dire, alors ça va dans le mouvement de la COP21 et de ce qui se passe finalement au niveau des réflexions maintenant des politiques vis-à-vis du climat et de l'énergie, mais ils auraient pu très bien aussi prendre cette direction-là sans l'accord de Paris et sans la décision de Trump. D'ailleurs, c'était fait avant. Mais bon, ce qui est intéressant avec Trump, c'est qu'effectivement des États, ou en tout cas des grandes villes aux États-Unis, ont dit non, nous, on va quand même tracer la route, et celle qu'on veut tracer, qui est de sortir en tout cas de ce gaspillage énergétique et des énergies fossiles et nucléaires. Le nucléaire intéressant évidemment beaucoup la France. Donc finalement, certains font preuve d'une certaine volonté politique pour aller dans le bon sens. Qu'est-ce qui, selon vous, du coup, différencie ceux qui font preuve d'une dynamique, d'une envie politique d'aller dans le bon sens, de ceux qui ne prennent pas de décision, qui s'enlisent, qui restent dans un vieux logiciel de pensée, comme on a pu en parler avant? Qu'est-ce qui fait la différence, selon vous?
Qu'est-ce qui pousse la région, par exemple Midi-Pyrénées, à aller dans le bon sens, contrairement à d'autres? Après, on a une culture. La culture française est très spécifique. On sort de 40 ans de culture atomique où on n'a jamais eu de débat démocratique sur l'énergie. On nous a imposé le nucléaire. Aujourd'hui, on sort de cette possibilité-là. C'est-à-dire que la première fois, le citoyen, par son acte d'achat, peut faire des choix de consommation et donc orienter aussi comment on va produire l'énergie de demain, comment on la produit déjà aujourd'hui. Ceci étant, il y a beaucoup de... Il y a cette culture, et il y a aussi l'aspect réglementaire. C'est-à-dire que la réglementation sur l'énergie est très contraignante, notamment en France. Ça va souvent dans le bon sens des gros acteurs. On reste quand même dans un oligopole en France, dominé par les opérateurs historiques à 85%. Et pourtant, ça fait 10 ans qu'on a le choix de sortir de ces oligopoles-là. Donc là, pour revenir sur le choix, je me tourne vers Madame Azam. Ça nous ramène vers ce dont vous parliez, la démocratie énergétique. Qu'est-ce que c'est que ce principe? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Les citoyens ont le choix, et donc qu'est-ce que ça peut nous permettre de faire? Est-ce que je peux revenir sur la question Avec plaisir, je vous en prie. 2 secondes sur les blocages qu'il peut y avoir. Ouais. Je crois qu'il y a le poids des intérêts privés. C'est un verrou extrêmement important dont doivent se dégager absolument les politiques, et ce n'est pas si évident que cela. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est toute une culture finalement, une culture politique, mais une culture tout court, qui fait que nous n'avons pas été éduqués, et nos politiques non plus, dans une pensée des interdépendances. Je prends le cas de la région Midi-Pyrénées, qui se déclare région à énergie positive. On ne peut qu'applaudir. En même temps, cette même région n'a pas une politique très très claire, en tout cas pour l'instant, concernant le fait de favoriser l'agriculture biologique et de sacrifier certains intérêts de l'agriculture productiviste. Or, cette agriculture industrielle est fortement consommatrice d'énergie, elle est émettrice de gaz à effet de serre, donc il ne s'agit pas simplement de compartimenter, de dire on va faire une région à énergie positive, il faut que toute la politique de la région soit à énergie positive. Et donc il faut penser les interdépendances. Et ça, c'est toute une tradition écologique aussi, qui n'est pas très répandue, une tradition qui veut qu'on pense les interdépendances. Les écosystèmes sont interdépendants. Et je reviens sur la démocratie énergétique. Bon, aujourd'hui, et c'est aussi le cas de nos politiques, nous avons l'habitude de penser en termes de soit une activité privée, soit elle est publique. Et pour le cas de l'énergie, c'est soit donc les firmes sont privées, soit on a un monopole public dont on a bien connu l'histoire. Et il est extrêmement difficile de penser, et ce n'est pas du tout dans le registre de pensée, y compris de la gauche, et je dirais peut-être parfois surtout de la gauche, qu'il puisse y avoir une prise en charge par la société, indépendamment de l'État et indépendamment surtout du privé, qu'il puisse y avoir une prise en charge directe de tous les biens absolument élémentaires à la vie par les citoyens, par les personnes en général. Et donc là, c'est ce que prouve Enercoop. Il y a dans le domaine de l'énergie, comme dans d'autres domaines, des multiples expériences de réappropriation. Parce que l'énergie, ce n'est pas rien. C'est un bien absolument fondamental comme l'eau. Bon, si bien que nous disons, il y a un droit à l'énergie pour tous. On ne peut pas être privé d'accès à l'énergie. Bien souvent, on réduit la démocratie énergétique à accès à l'énergie. Et donc, bien souvent d'ailleurs, les productivistes nous répondent, il faut produire de plus en plus d'énergie pour assurer l'accès à l'énergie pour tous. Ce en quoi nous ne sommes pas d'accord, c'est la rhétorique de produire toujours plus pour mieux partager. On sait qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible et que là, nous devons accepter, y compris dans la discussion démocratique, le fait qu'il y a des contraintes d'ordre géophysique avec lesquelles nous ne pouvons pas négocier. On peut s'asseoir autour d'une table pour discuter des droits sociaux. On peut s'asseoir autour d'une table pour discuter des droits politiques. Il y a des périodes où ces droits s'améliorent, des périodes où ils se détériorent. C'est réversible. Dans le cas de la consommation énergétique et des pollutions liées à la consommation énergétique, on est dans de l'irréversible et dans du non négociable.
Et donc il faut que nous pensions notre liberté et la démocratie à l'intérieur de ces contraintes qui ne sont pas négociables. Nous ne sommes pas surpuissants. Mais alors moi, quand j'entends ce genre de discours, je suis effectivement tout à fait d'accord, ce n'est pas négociable, mais tout cela évolue au sein quand même d'un système tenu par des grandes oligarchies, des énormes multinationales, qui, elles, n'entendent pas ce discours-là et disent nous, tout ce qu'on veut, c'est continuer à faire plus de profit et même des caractéristiques techniques. C'est une question que je pensais vous poser. Comment cela fonctionne, le réseau électrique? Eh bien, c'est bien le même réseau pour tous, toute l'énergie repasse par le même réseau. Est-ce qu'on pourrait imaginer, récupérer, refaire des réseaux coopératifs par région, voire même à des échelles plus locales? Comment est-ce que vous avez déjà imaginé quelle pourrait être l'étape d'après? C'est très concret et je reviens juste sur l'interdépendance parce que Geneviève a tout à fait raison. Enercop ne pense pas l'énergie et uniquement en silo sur l'énergie. On est très conscient que la transition énergétique, elle s'inscrit dans un mouvement de transition globale, transition de la finance, transition agricole, etc. Donc on ne travaille pas en silo, on travaille de manière très transversale. C'est très important de le rappeler parce que quand on implante des éoliennes ou même du photovoltaïque, on réfléchit là où on l'implante et à l'impact environnemental et social que ça a et comment on va le financer aussi. Voilà. Et pour revenir sur une question très pratique sur le réseau, effectivement, le réseau d'électricité en France, la distribution en tout cas, c'est ce qui reste de public. Alors c'est très intéressant parce que ça rejoint ce que vous disiez au début, l'implication des collectivités et puis le pouvoir des politiques à faire quelque chose. Avec notamment l'histoire du Linky, dont tout le monde entend parler, on s'aperçoit que les communes se rappellent qu'en fait le réseau d'électricité leur appartient. Que le réseau appartient aux collectivités, et c'est ce qui reste de public dans le système énergétique en France. Et qu'effectivement, même avant-guerre, l'électricité était les bourses électrifiées à partir de moyens de production qu'ils avaient sur place, par un petit moulin à eau, et qu'ils géraient déjà leur propre réseau, et que c'est seulement après-guerre qu'on a nationalisé tout ça, que l'État a décidé d'un seul homme, et sans poser la question aux citoyens, d'une politique électronucléaire. Et aujourd'hui, avec cette question finalement de dépendance énergétique, parce que les communes, notamment en milieu rural, avaient des moyens de production, géraient à l'époque parfois leur réseau de distribution, aujourd'hui elles se retrouvent à devoir être clientes, consommatrices d'énergie, avec aucune vue à terme sur les dépenses que cela va engendrer, sur les économies qu'elles peuvent faire. Et donc en fait, elles se réapproprient finalement petit à petit ces questions-là. Et elles se rappellent qu'elles pouvaient produire, et donc qu'elles peuvent être des acteurs de la production, et qu'elles peuvent être aussi des acteurs de la distribution. Alors il y a des expériences en Europe, notamment en Allemagne, où les citoyens ont pu récupérer et gérer eux-mêmes les réseaux. Alors il ne faut pas non plus mettre de côté, d'une part les citoyens, d'une part les collectivités. Généralement, ça travaille ensemble, et l'intérêt, c'est qu'il faut travailler ensemble. Il ne faut pas juste faire du déni sur les collectivités. Au contraire, c'est un travail commun. Mais comme le disait Geneviève, c'est qu'on a une culture où on se dit, non, c'est soit l'État qui fait, soit c'est le privé. Mais le fait que le pouvoir citoyen vienne mettre son nez là-dedans, non. Et finalement, c'est ce que permettent les coopératives d'intérêt collectif qui réunissent l'ensemble des parties prenantes, le consommateur, les salariés, les collectivités, des entreprises privées, etc. Et pour travailler ensemble à un intérêt collectif, dans un but non lucratif, une lucrativité limitée, parce qu'on est dans un système économique, il faut être rentable, il faut quand même créer un peu de richesse, etc. Mais donc cette possibilité existe. Par contre, la réalité, c'est que des sociétés coopératives d'intérêt collectif en France, il n'y en a que 700. On va atteindre les 700 à la fin 2017. C'est ridicule par rapport... Ça représente quoi en termes de production sur le territoire français? Parce que 700, ça parle... Enfin, moi, personnellement, ça parle pas beaucoup. C'est 700 entreprises privées. C'est comme si je vous disais, il y a 700 entrepreneurs en France. Non, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de TPE, PME. Il y a des grosses multinationales. Mais on n'a même pas 1000 sociétés coopératives d'intérêt collectif qui... donc font le pont entre les citoyens, les usagers, les collectivités, toutes les parties prenantes de biens d'utilité sociale, parce qu'on peut aller l'énergie, mais ça va très bien aussi sur l'habitat, sur l'eau, sur l'accès à la terre pour l'agriculture, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que, ironiquement, cette histoire du Linky peut créer une émulsion et ramener les citoyens à prendre en main ce genre de problème? Parce qu'on a vu beaucoup de citoyens se poser la question, prendre peur, aller vers des associations, Stop Linky, etc. Est-ce que ça peut, selon vous, ramener les gens à se poser des questions, tout comme les ZAD ont amené certains citoyens à se poser des questions? Mais comme les éoliennes ont amené les citoyens à se poser des questions. Alors pas forcément par le bon bout, mais ça a posé les citoyens à se poser des questions, et du coup, par répercussion, ça a posé les collectivités à se poser les bonnes questions. À savoir, j'implante une éolienne sur mon territoire rural souvent, parce qu'on ne sait pas à Toulouse métropole qu'on va implanter une éolienne, et le vent, il passe bien là, ça produit de la richesse, c'est un impact social et environnemental sur mon territoire, mais la richesse pécuniaire, elle s'en va du territoire, parce que, évidemment, c'est des projets portés par des multinationales.
subventionnée, hein, parce que c'est une politique subventionnée. Et là, on se dit, ben non, mais alors pourquoi ça ne profite pas directement au territoire? Pourquoi ça ne profite pas directement aux citoyens et aux collectivités du territoire? Et du coup, elle se repose la question et on assiste. Alors la loi la transition énergétique et puis la loi sur l'ESS permettent maintenant de faciliter un peu, mais c'est un premier pas. Mais il y a beaucoup de freins encore sur le financement citoyen, pour faciliter le financement citoyen. Il y a beaucoup de freins sur intégrer cette dimension citoyenne dans les politiques publiques, dans les schémas régionaux, dans les schémas de développement territoriaux. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors là, au niveau législatif, au niveau des élus, et comme le disait Geneviève aussi, c'est de la culture, quoi. Donc on fait de l'éducation populaire aussi, hein, au sein d'Enercop, beaucoup d'éducation populaire. Et de l'éducation politique? Ça va avec. Ça va avec. Madame Azam, selon vous, ça serait quoi les choses à mettre en place pour pouvoir justement aller dans le bon sens, engager une dynamique de prise de conscience générale pour que les gens puissent reprendre ça en main? Selon vous, ça passe par quoi? Ça passe par de l'éducation populaire, ça passe par des révoltes finalement contre le Linky. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, ça passe par des révoltes, il y a des prises de conscience qui se font comme ça. Malheureusement, je pense que ça passera aussi par quelques catastrophes qui sont relativement inévitables maintenant. Et que nous devons nous préparer justement à être là face à des systèmes techniques qui sont de plus en plus sophistiqués, qui peuvent tomber en panne. Et donc nous sommes aussi contraints de penser l'après. Et toutes ces expériences citoyennes, je pense, préparent cet après. Ce que je voudrais ajouter quand même, c'est que ces expériences citoyennes n'ont pas pour but, pour la plupart en tout cas Enercop, n'ont pas pour but d'augmenter l'offre énergétique. Ce qui est le but des entreprises privées, c'est augmenter l'offre. Alors on la diversifie, on fait une offre dite la plus propre possible, je ne mets pas en cause, tout le monde veut faire plus propre aujourd'hui, tout le monde veut être plus efficace, tout le monde peut investir dans l'économie verte, mais ce qui est absolument essentiel aujourd'hui pour moi, c'est la sobriété énergétique. Parce que il n'y aura pas de transition énergétique si nous continuons à voir la consommation d'énergie augmenter comme elle augmente aujourd'hui. Et si on veut lutter contre la précarité énergétique, préserver le droit à un quantum d'énergie pour tous, parce que c'est un droit qui est absolument fondamental. On peut envisager, d'ailleurs concernant l'électricité, des tarifs dégressifs, c'est-à-dire quasiment la gratuité pour les premiers kilowattheures et ensuite un tarif progressif. Ça pourrait être quelque chose relevant véritablement de l'éducation, mais dans tous les cas, ces associations citoyennes, la plupart, portent l'objectif prioritaire de sobriété énergétique. Oui, mais est-ce qu'il n'est pas difficile d'imaginer que Enercop, en produisant une part d'énergie, va produire une part de gâteau en plus? Parce que EDF, par exemple, n'acceptera jamais de se dire « Tiens, Enercop est apparu sur le marché, je vais volontairement diminuer ma part de production pour que la production générale d'énergie reste stable, voire même diminue. » Je n'en sais rien, peut-être qu'EDF ira dans ce sens-là, mais ça me paraît peu probable quand même. Mais je crois que c'est Coluche qui disait que si on n'achète pas, on ne vend pas. Donc si plus personne n'achète à EDF, oui, voilà. Le boycott citoyen, oui, bien sûr. On peut aller, voilà. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, de manière générale, le mouvement Enercop s'inscrit aussi dans la démarche Négawatt, hein, qu'on connaît bien, qu'on soutient. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que même nous, au sein de notre coopérative, on a justement cette possibilité de s'enrichir des connaissances de nos sociétaires, qui sont d'une part consommateurs et sociétaires, mais ils ont des compétences, des connaissances qui vont justement apporter à l'intelligence collective qu'est la coopérative. Et c'est ça qui différencie un peu aussi des multinationales qui sont dans une autre logique de profit, de pouvoir et même de carrière, on va dire, au niveau personnel. Alors je voudrais quand même ajouter juste une petite chose avant la conclusion. Un petit mot de conclusion. C'est que nous avons besoin des alternatives citoyennes. Nous avons besoin aussi de réglementation. Tant que les États financeront les énergies fossiles comme ils les financent aujourd'hui par le biais de subventions, c'est de l'ordre entre 800 et 1000 milliards de dollars par an de subventions directes aux énergies fossiles. Tant que nous aurons ça, eh bien, toutes ces expériences assez extraordinaires qu'il peut y avoir partout seront quand même menacées. Donc là, on doit jouer sur les deux tableaux, à la fois faire vivre, faire fleurir toutes ces initiatives citoyennes, les relier, faire un archipel d'initiatives, et en même temps se battre vraiment pour l'abandon de toutes les subventions aux énergies fossiles, les aides qu'il peut y avoir, et bien sûr aussi le nucléaire. Aujourd'hui, Flamanville est un gouffre financier absolument scandaleux. C'est un scandale, c'est quasiment
quasiment un crime contre l'humanité qui est en train de se passer. Parce qu'en même temps qu'on finance ce gouffre, on met l'argent dans le trou, on ne finance pas des énergies qui pourraient permettre d'éviter de pollution, etc. Pollution qu'il faut le rappeler quand même aujourd'hui. Pollution qui tue des gens. Qui tue. La pollution de l'air aujourd'hui tue des gens. Alors on ne les voit pas tomber, ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas un accident comme dans une entreprise, mais ce sont des milliers de morts qui tous les ans découlent de la non prise en compte de ces mesures-là. Et juste pour conclure, c'est que, pour le rappeler, effectivement, nous sommes des gouttes d'eau, on en est bien conscience, on est très humble par rapport à ça, on présente très peu. Ce qu'on voit, c'est que ça croît, c'est que c'est un mouvement de fond. En tout cas, nous, on le voit comme ça, c'est vraiment un mouvement de fond. Et on a de l'espoir malgré tout, c'est-à-dire qu'on trouvera toujours des portes par où passer. Et on va bien arriver à un moment donné aussi à convaincre le législateur, les législateurs. Il faut aussi s'appuyer sur le politique, il faut jouer avec toutes les parties prenantes. Le plus gros danger, ce qu'on dit au juste aujourd'hui, c'est qu'il y a urgence. Et donc il faut aller vite. Et effectivement, ne pas réglementer sur le financement des énergies fossiles, etc., ça ralentit les mouvements de transition. La transition, elle est là, elle est en cours, seulement elle n'est pas assez rapide parce qu'on est encore très frileux de quitter l'ancien système. C'est surtout ça. Écoutez, merci pour ces petits mots d'espoir. J'espère qu'on va réussir à passer la seconde. Puis merci d'être venu sur le café de TV Bruit. Merci beaucoup. Puis bonne fin d'université d'été. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Merci. Rebonjour et bonjour pour ceux qui arrivent sur l'antenne donc de TV Bruit et du Café de l'Esu ici à la Fac du Mirail, à Jean Jaurès, donc à Toulouse. On accueille avec nous maintenant Laura, vous m'excuserez pour la prononciation, Verheyke. Oui, c'est exact. Voilà, et Maxime Combe. Donc vous êtes, Maxime Combe d'Attaque France, et Laura, vous êtes donc de l'organisation... Alors c'est une ONG basée à Bruxelles qui s'appelle Corporate Europe Observatory, l'Observatoire des lobbies à Bruxelles. D'accord. Et vous intervenez ce soir dans le cadre d'une plénière, d'un forum sur ce qui serait potentiellement une fin de cycle du néolibéralisme. J'aurais vraiment une question, puisque ce sont des signes, a priori, comme le Brexit, comme l'élection de Donald Trump, qui pourraient faire penser à ça. Est-ce que vraiment, au vu de ce qui se passe à l'heure actuelle et du caractère assez débridé, justement, de toutes les réformes assez destructrices de droits sociaux, environnementaux, droits du travail, est-ce que c'est vraiment une réalité, cette fin de cycle ? Alors, il faut distinguer par ailleurs néolibéralisme et globalisation. Donc on a une pause aujourd'hui dans la globalisation économique où la part en fait du commerce international dans le PIB mondial n'est plus en augmentation depuis une dizaine d'années maintenant, alors qu'elle ne cessait d'augmenter depuis 50 ans. Et cette pause-là, elle est réelle, elle est visible dans les faits, c'est-à-dire que le PIB mondial croît plus vite que le commerce international. Donc du coup, on a tendance, à mesure que le PIB croît, à commercer moins malgré cet accroissement du PIB. Et ça, c'est donc une réalité qui doit nous interroger sur le fait qu'on est peut-être effectivement entré dans une nouvelle phase de cette globalisation et donc du capitalisme. De là à dire que c'est la fin du néolibéralisme, c'est absolument pas le propos, parce que le néolibéralisme prend des formes différentes, et y compris sur la partie sur laquelle nous travaillons, c'est-à-dire les accords de commerce et d'investissement, on observe effectivement cette stagnation du commerce des marchandises ou du commerce des services, mais dans le même temps, une négociation accrue d'accords de libéralisation du commerce et des investissements qui laisse à penser que le processus de néolibéralisation, de déréglementation, de dérégulation va poursuivre son cours. Et puis si je peux ajouter, c'est aussi une conséquence du néolibéralisme dans le sens où on a de plus en plus d'inégalités, de plus en plus de précarité et une classe moyenne qui se fragilise, donc qui consomme moins. Donc on arrive à un stade où on consomme moins puisqu'on a moins d'argent pour le faire. Donc c'est pour ça qu'on commerce moins aussi, mais c'est une conséquence elle-même du néolibéralisme. Et c'est là le souci avec Trump, c'est-à-dire que les inégalités étant croissantes, il y a une certaine ressenti, une certaine haine, on pourrait dire, par rapport à ce système économique qui ne fonctionne plus bien. Et cette haine est exploitée par ces mêmes néolibéralismes à travers Trump ou le Brexit pour ensuite faire des politiques qui sont elles-mêmes néolibéralisme. C'est un cercle vicieux. D'accord. Mais ça, on est bien d'accord donc que ça touche essentiellement la société occidentale, et je dirais blanche, parce que le commerce quand même continue a priori sa progression en interne dans les BRICS, que ce soit en Inde, en Chine ou encore sur le continent africain par exemple. Les dernières données qui sont à notre disposition, c'est celles qui viennent d'être publiées par l'OMC là cet été, montrent qu'en fait 10 États, en comptant l'Union européenne, représentent plus de la moitié du commerce
des services et des marchandises. Et donc du coup, on voit bien que le commerce des biens et services en fait, se focalise sur une partie extrêmement réduite des pays de la planète et dans chacun de ces pays-là sur une partie limitée des populations. Et quand on regarde par ailleurs qui détient en fait le pouvoir dans le commerce des biens et services, on se rend compte que les multinationales ont pris finalement une prépondérance extrêmement forte et qu'une grande partie de ce commerce de biens et services finalement aujourd'hui se déroule non plus entre des États, mais se déroule à l'intérieur même de ces entreprises multinationales. Donc on a des biens intermédiaires ou des biens finaux ou des commerces qui vont naviguer entre les différentes filiales des multinationales. Plus de 30% aujourd'hui du commerce international repose uniquement sur ces filiales-là. Et donc du coup, en fait, on a une captation du commerce international par une partie relativement réduite de multinationales à l'échelle planétaire. Et on est passé finalement d'un système économique qui était basé sur l'intégration des économies nationales dans une économie mondiale à la captation de cette économie mondiale par un certain nombre de multinationales qui deviennent en fait ceux qui dirigent, organisent le commerce international et finalement donc décident de là où vont aller les biens et services produits et pas nécessairement pour aider effectivement les populations qui en auraient aujourd'hui le plus besoin. D'accord. Donc ce qui se traduit par un pouvoir politique très important pour ces multinationales. Si on regarde notamment les accords de libre-échange européens, on voit que lorsque l'accord a été signé entre l'Union européenne et le Japon, ce nouvel accord commercial qu'on est en train de finir de négocier, le jour où les premiers ministres signent cet accord, au même moment, on a une réunion des grands industriels européens et japonais qui invitent les décideurs politiques et soumettent leurs recommandations. Donc on a vraiment ce pouvoir économique qui se transforme également en pouvoir politique et qui incite cette élite économique à pousser encore plus de libéralisation et plus d'accords. On a là un bel exemple du travail des lobbies à Bruxelles. Donc. Exactement, oui. En fait, ils sont là depuis très longtemps, on existe depuis 20 ans et lorsqu'on a commencé, c'était lorsque la table ronde des industriels envoyait ses recommandations à Jacques Delors qui ensuite faisait un discours sur le marché unique très proche de ses recommandations. Là, vous parlez du début du travail donc de l'Observatoire. Il y a 20 ans. Voilà. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit un accord comme l'Union européenne-Japon, on a à nouveau une table ronde des industriels européo-japonais qui envoie son agenda et ses recommandations aux décideurs européens. Donc il y a on appelle ça une collusion. Pour nous, c'est vraiment une collusion entre les grandes multinationales européennes, mais pas uniquement européennes, et les décideurs européens. Elle est d'autant plus puissante et impactante pour les peuples européens en général que finalement ce pouvoir-là économique et financier qui dicte sa loi au pouvoir politique et législatif, tous ces accords qui sont signés, ils se font de manière totalement antidémocratique et en même temps ils imposent aux droits nationaux de s'aligner finalement sur ce qu'ils ont édicté justement. C'est exact. Sur l'accord Union européenne-Japon, on a très peu d'informations. Les informations qu'on a eues, elles ont été fuitées. Et ces fuites, c'est déjà trop pour l'Union européenne. C'est pour ça qu'elle a fini sa négociation politique et qu'elle rentre dans une négociation technique pour qu'il n'y ait plus aucune transparence. Donc plus aucun discours avec le Parlement européen ou plus aucun document qui puisse être publié. Donc le peu d'informations qu'on a, c'est déjà beaucoup trop pour les décideurs politiques. Donc c'est totalement secret. Et c'est également des accords qui ensuite ne peuvent pas être réformés, amendés par le Parlement européen. Il a uniquement le pouvoir de dire oui ou non, et c'est tout. Oui, et puis de toute façon, là on l'a vu avec le CETA, il rentre en application avant même d'être débattu au sein des parlements nationaux, quoi. Tout à fait. Et ça, c'est depuis longtemps finalement. Je veux dire, il y a toujours eu cette espèce de fonctionnement un petit peu en cheval de Troie, quoi, dans la plupart des accords internationaux. La collusion entre les milieux économiques et les milieux politiques n'est pas nouvelle. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, elle devient systémique, qu'elle prend une importance extrêmement forte et qu'elle a des répercussions qui s'étendent au-delà du système économique, au-delà de simplement des règles qui organisent le commerce international. Et c'est là qu'on a un souci, nous, c'est de considérer que finalement, les États, loin de disparaître ou loin de minorer leur capacité à réguler, sont en train de réguler pour stabiliser les pouvoirs que les multinationales ont pris sur l'économie mondiale, donc sur nos vies, donc sur notre avenir. Et donc on a un pouvoir politique qui s'est mis au service finalement d'intérêts économiques qui ne sont pas nécessairement les intérêts des populations. Et on le voit aujourd'hui dans l'expansion de cette globalisation-là, qu'elle soit réduite aujourd'hui ou pas, c'est que finalement elle n'assouvit
pas les objectifs elle ne réalise pas les objectifs qui ont été assignés, qui étaient de favoriser le développement de l'ensemble de la planète, mais qu'elle permet aujourd'hui simplement de maintenir et de sécuriser le pouvoir économique, la puissance économique que les multinationales ont pris dans l'économie mondiale. Et donc du coup, on a effectivement de nouveaux acteurs internationaux que sont ces transnationales qui finalement ont plus de pouvoir aujourd'hui que bien des États à l'échelle planétaire et que bien des capacités de régulation des pouvoirs publics et des citoyens. Finalement, un petit peu dans le même sens que ce qu'écrivait Serge Halimi sur les nouveaux chiens de garde au niveau médiatique, là on a des nouveaux chiens de garde politiques. Les gouvernements, comme vous venez de le dire, nationaux, sont au service de ce monde voilà, qui est transnational et qui finalement édicte sa loi au détriment voilà, des droits sociaux, écologiques, comme on le disait au début. C'est vraiment cette réalité-là qui nous est imposée totalement et contre lequel est-ce qu'il y a des espoirs de changement, et notamment à travers le travail que vous menez à l'Observatoire. J'arriverai pas à le dire, au Corporate Europe Observatory. Alors la situation de Bruxelles, elle est un peu particulière parce Bruxelles est très détachée du quotidien des Européens. Très peu d'Européens connaissent ce qui se passe vraiment à Bruxelles, ce qui laisse en fait énormément d'espace au lobby de prendre le pouvoir et d'accaparer le débat politique. Donc ce que nous on cherche à faire, c'est mettre la lumière justement sur le pouvoir de ces lobbies et remettre des questions qui sont politiques dans le champ politique, c'est-à-dire qui sont ouvertes à débat, qui se font accaparer aussi par les consommateurs, par les syndicats, que tous aient un mot à dire sur la politique européenne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour vous donner un exemple, en France, il y a eu toute cette polémique sur le secret des affaires, qui finalement n'est pas passée dans la loi française. Mais par contre, des entreprises françaises notamment s'étaient regroupées à Bruxelles depuis de nombreuses années et ont fait du lobbying pour qu'une loi similaire passe à Bruxelles. Et c'est la première fois qu'on a vu à Bruxelles une loi qui n'était pas sur l'agenda de la Commission se mettre sur l'agenda de la Commission. Donc elle a été demandée par les lobbies, ils l'ont obtenue et elle est passée au Parlement européen. Donc il y a vraiment une force des lobbies. Et là c'est un bon parallèle puisqu'en France, les journalistes se sont réveillés, on a eu une campagne médiatique, les gens ont compris ce qui se passait et ça n'est pas passé. À Bruxelles, on n'a pas cette force, on n'a pas cette organisation, on n'a pas une opinion publique européenne, ni un syndicat européen fort qui nous a permis de pouvoir faire exactement la même mobilisation qui a eu lieu à Paris. Même à travers le Parlement européen ? Même à travers le Parlement européen, en effet, oui. Il y a aujourd'hui 3 vecteurs par lesquels on peut agir pour essayer de mettre à mal cet édifice international favorable aux multinationales. Le premier, c'est effectivement d'exposer sur la scène publique, sur le débat public, la réalité du pouvoir que ces entreprises se sont retrouvés, octroyés par les gouvernements. Et donc ça, c'est le travail effectivement de toute une série d'acteurs, d'ONG qui tentent de mettre à jour ce lobbying et ce pouvoir-là qu'elles se sont constituées. La deuxième chose, c'est toute une série d'actes de résistance ou de construction d'alternatives au niveau local, au régional, par des municipalités, qui peuvent être des résistances liées quand nous, on bataille contre des accords de libre-échange ou des actes de résistance pour que des mesures spécifiques ne soient pas mises en œuvre dans certains pays, comme on peut donner de nombreux exemples. Et également généralisé depuis de nombreuses décennies et qui dépasse largement la loi El Khomri et puis aussi celle qui est à venir. Donc je vous laisse la parole pour replacer un petit peu historiquement parlant cette réalité. Vous avez raison, la loi travail que promet le gouvernement de M. Macron ne tombe pas par hasard. Elle s'ajoute à la ribambelle de réformes qui ont été menées depuis une bonne vingtaine d'années et qui toutes veulent flexibiliser le travail, abaisser son coût, parce qu'on nous dit qu'il est beaucoup trop élevé, je vais en reparler, et en même temps réformer le droit du travail avec son code considéré comme trop lourd. Donc tout ça est progressivement mis en œuvre en France, bien sûr, mais également dans la plupart des pays européens, avec des formes plus ou moins violentes selon les pays et les rapports de force qui y existent. La plus violente est sans doute celle qui a été imposée au peuple grec dans le cadre des mémorandas qui lui sont imposés pour rembourser une dette qu'ils n'ont jamais contractée librement, mais au contraire que leur ont imposé les structures financières de l'Union européenne. Bref, la réforme du Code du travail que promet le nouveau gouvernement est bien dans cette lignée-là, qui fait suite notamment à celle de l'année dernière, dite loi El Khomri. Et donc on va voir se dérouler devant nous, au nom de l'allègement du droit du travail, toute une série de mesures qui vont progressivement
ajouter à la destruction des droits sociaux qui avaient été acquis au cours des dernières décennies. Et les exemples que l'on a listés dans un petit guide pour dénoncer les bobards de l'argumentaire en faveur de la réforme du travail sont extrêmement parlants. Alors, il faut bien voir que la succession de remises en cause d'éléments tout à fait précis du Code du travail va accroître la pression qui s'exerce sur les salariés depuis de nombreuses années et qui se trouve placé devant une contradiction extraordinaire et qui est insupportable, à savoir qu'on va imposer des contraintes de plus en plus élevées. En même temps, on va leur imposer de s'adapter aux objectifs des entreprises, d'adhérer aux objectifs de l'entreprise, qui sont toujours des objectifs de rentabilité maximale. Et donc, on va décortiquer maintenant, si vous voulez, cette loi en plusieurs éléments. Bon, je dis un petit mot d'un élément et mon ami Loïc complétera ensuite. Bon, on nous dit que le coût du travail est trop élevé en France et qu'il faut donc l'alléger, ce coût du travail, soit en n'augmentant plus les salaires directs, soit en diminuant les cotisations sociales qui alimentent le financement de la protection sociale. Mais c'est absolument faux. Toutes les statistiques officielles de l'Union européenne établissent que le coût du travail en France n'est pas plus élevé que la moyenne des pays au niveau de développement comparable au nôtre. Et même l'Allemagne, qui nous est présentée comme le champion, le modèle à imiter, eh bien, le coût du travail dans l'industrie manufacturière allemande est plus élevé qu'il ne l'est dans l'industrie française, ce qui veut dire qu'on ne peut pas imputer la faiblesse de l'économie française, de l'industrie française par rapport à l'industrie allemande au regard de la comparaison faite sur ce coût. Et donc voilà, et tous les éléments qui sont présentés dans le discours dominant pour justifier cette réforme du Code du travail sont manifestement une succession de petits mensonges ajoutés les uns aux autres. Donc, alors, petits mensonges ? Petits mensonges, oui. Il y en a certains que je considérais comme étant un peu plus gros. Alors, l'adjectif petit était de l'ordre de l'euphémisme, vous l'avez compris. D'accord. Voilà. Et donc, le fait qu'on va rapprocher de plus en plus du plus proche de l'entreprise la négociation et donc remettre en cause finalement ce qui était auparavant la norme, à savoir qu'il y avait un cadre légal général pour l'ensemble de la nation et donc qui protégeait l'ensemble des salariés, progressivement, ce cadre légal va sauter par petits bouts. Et donc ça va aller encore plus loin que ce qu'a déjà fait l'année dernière la loi El Khomri. La mobilisation qui avait eu lieu avait permis de limiter la casse et cette fois-ci, le gouvernement veut accélérer la manœuvre pour justement passer à une étape au-dessus. Encore une fois, de toute façon, comme dans de nombreux domaines, finalement, à différentes échelles, à travers le monde, c'est toujours le diviser pour le mieux régner, finalement. Oui. Et même, donc, et pour aller vers M. Abrassard, c'est au-delà de la division, c'est vraiment d'inverser justement, comme on en discutait juste avant, d'inverser les normes et de retourner le droit contre le travailleur finalement. C'est presque ça. Alors, on ne supprime pas complètement le droit du travail, parce que quand même, il y a quand même besoin d'un cadre droit du travail. Et on le voit par exemple aujourd'hui sur les travailleurs détachés. Macron qui fait une tournée dans les pays de l'Est, il essaye de faire en sorte que la concurrence des travailleurs détachés aujourd'hui en France, avec toutes les conditions exécrables de travail qu'ils peuvent avoir et la concurrence déloyale que ça peut exercer sur le travail en France, il essaye de les limiter. Parce que aujourd'hui, les entreprises ne veulent pas se passer de droit du travail. Par contre, ce qu'elles veulent, c'est pouvoir l'adapter aux circonstances, l'adapter à leur branche, etc. Le grand point majeur en fait, de cette loi, de ces ordonnances qui vont donner une loi travail, une nouvelle loi travail, c'est effectivement l'inversion de la hiérarchie des normes. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau puisque la loi El Khomri, effectivement, c'était déjà, en son cœur, c'était le principe de l'inversion de la hiérarchie des normes. Est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu? On peut réexpliquer l'inversion de la hiérarchie des normes. Il y a la loi normalement s'applique à tout le monde.
Et après, traditionnellement, les conventions collectives ou les accords de branche, selon qu'on travaille dans la boulangerie, dans la métallurgie, dans la grande distribution, etc., peuvent adapter éventuellement le droit du travail, et donc la loi, mais dans un sens plus favorable. C'est ce qu'on appelle le principe de faveur. Et encore en dessous, on a les accords d'entreprise qui peuvent déroger aussi aux conventions collectives ou à la loi, mais toujours dans un sens plus favorable. C'est ce qu'on appelait jusque-là le principe de faveur, qui était le principe fondamental du droit, dans le droit du travail. Et quand on dit inversion de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire qu'on retourne ça. Aujourd'hui, on peut déjà, mais on va pouvoir encore plus largement, c'est le projet des ordonnances Macron, on va pouvoir encore plus largement permettre aux accords d'entreprise de déroger à ce qu'il y a dans les conventions collectives et à ce qu'il y a dans la loi. On peut prendre un exemple. Entre 2 journées de travail, par exemple, le repos obligatoire, c'est 11 heures consécutives. Bon. Aujourd'hui, il y a déjà des conventions collectives, dans la santé notamment, qui permettent de déroger à cette durée de repos obligatoire en la baissant à 9 heures. C'est-à-dire on finit le travail le soir à minuit, on ne peut pas le recommencer avant 9 heures du matin. Donc déjà, on a réduit ça. Bon, demain, avec la loi El Khomri et les ordonnances Macron, on pourra encore réduire ces périodes-là, avec des justifications sans doute, etc. Mais donc l'idée principale, c'est bien, on permet au niveau de l'entreprise, au niveau le plus local, d'adapter les règles du Code du travail dans un sens plus défavorable pour les salariés et donc de diminuer la protection des salariés. Je crois que l'idée, quand même très générale, c'est la diminution de la protection des salariés parce qu'on considère que cette protection-là, elle coûte trop cher, elle empêche les entreprises d'embaucher, de licencier, de s'adapter au marché qu'ils ont, etc. etc., etc. Et ça fait des années qu'on le dit, et dès 2003, l'OCDE avait rendu un rapport, une étude qui montrait que finalement la libéralisation du travail n'avait absolument en rien amélioré l'emploi finalement. Ça, les réformes successives du droit du travail, mais un économiste le dirait mieux que moi, mais les réformes successives du droit du travail n'ont pas fait baisser le chômage. Mais on nous fait toujours passer des vessies pour des lanternes. Par contre, moi je pense qu'il faut faire passer l'idée que c'est le contraire dont on a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, dans un monde qui est plus complexe, un salariat qui est plus éclaté, avec les développements de formats typiques de l'emploi, etc., il faut justement des protections plus fortes pour les salariés. Vous pensez à Uber, vous pensez aux plateformes. On peut penser à ça, mais même pour les salariés qui sont salariés d'entreprise assez classiquement, qui sont soumis du coup à des aléas, des contre-coups, des crises économiques. Là, on vit quand même dans une crise économique depuis 2008. Il faudrait quand même pas l'oublier qu'on n'est pas encore sorti de la crise économique de 2008. Moi, j'ai l'impression que c'est depuis que je suis né. Peut-être. Mais du coup, moi, je pense qu'il faut défendre cette idée que dans un moment de turbulence, il faut justement renforcer les protections au travail et non pas les diminuer. Alors, et puis il y a un autre aspect, il y a en termes de santé et de sécurité au travail. Aujourd'hui, et c'est peut-être un deuxième aspect qu'on peut voir, je ne veux pas monopoliser la parole, mais en termes de santé au travail, il faut aujourd'hui renforcer les outils de santé et de sécurité au travail pour la protection des salariés. On découvre tous les jours, il y a des découvertes scientifiques qui nous permettent de progresser en matière d'exposition aux risques chimiques, aux risques biologiques auxquels peuvent être soumis les salariés ou aux pesticides. Je pense à la victoire qu'ont obtenue les travailleurs de Triskalia qui ont été exposés aux pesticides pendant des années et qui ont réussi à faire reconnaître la faute de l'employeur pour les avoir exposés sans protection à ces pesticides. Donc aujourd'hui, il faut renforcer ces protections. Et ce que fait encore une fois ce que font les ordonnances Macron aujourd'hui, c'est plutôt de les diminuer, notamment avec un des autres aspects de la loi, qui est de fusionner les différentes instances représentatives du personnel, donc les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHSCT, comité hygiène, sécurité et conditions de travail, pour ne faire plus qu'une seule instance de représentation et de défense des salariés. Et ça va très clairement diluer les missions du CHSCT, tout ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, puis les subordonner, l'éloigner des salariés et les subordonner du coup aux enjeux économiques qui sont plutôt traités traditionnellement par le comité d'entreprise. L'éloigner des salariés et puis des conditions réelles d'emploi finalement, puisqu'en les mettant dans les sièges sociaux des entreprises, ou en tout cas en les centralisant, les acteurs de ces instances-là ne seront plus du tout dans les réalités concrètes du travail Alors on les rapatrie pas forcément dans les sièges de l'entreprise, en tout cas on les éloigne d'une certaine façon parce que en faisant en sorte que certains élus dans les entreprises cumulent plusieurs mandats, forcément on les professionnalise et on les éloigne effectivement du terrain et des conditions de travail concrètes, effectivement. Et si on élargit la discussion, on peut voir que
ce projet d'ordonnance va encore diminuer le peu de démocratie qui existait à l'intérieur des entreprises. Traditionnellement, l'entreprise n'est pas le lieu où s'exerce la démocratie. C'est l'actionnariat que le pouvoir, représenté par son chef d'entreprise, et les travailleurs n'ont pas de pouvoir réel sur les décisions. Mais il se trouve que l'histoire a montré que par le biais des diverses instances représentatives, les travailleurs pouvaient de temps en temps émettre leur avis. Ici, on va avoir au contraire, avec la fusion éventuelle de toutes les instances représentatives, on va avoir un éloignement un peu plus grand des salariés du pouvoir et donc affaiblir encore plus la question de la démocratie à l'intérieur de l'entreprise, alors que justement, s'il y a un endroit où il faut faire pénétrer la démocratie, c'est dans les entreprises. Et ça permet de donner le sens qu'a eu historiquement le droit du travail. Le droit du travail a été forgé historiquement pour faire pièce au droit de propriété et érigé par la Révolution française, pour ce qui nous concerne, en loi suprême, le droit de propriété privée. Et il a fallu tout le 19e siècle pour progressivement imposer l'idée qu'il fallait en face un droit du travail et qui s'était progressivement amélioré, vaille que vaille, au cours du XXe siècle. Et donc c'est un coup d'arrêt à cette évolution qui est marquée par la succession de ces dites réformes du marché du travail et du code du travail. Et c'est le coup d'arrêt, de la même façon qu'un coup d'arrêt veut être donné par le patronat et les divers gouvernements au mouvement séculaire de la réduction du temps de travail. Et donc ce qu'on voit apparaître, c'est que parallèlement à ces réformes-là, c'est une transformation radicale de la manière dont la réduction du temps de travail est incrustée dans la société. Jusqu'à présent, les réductions du temps de travail, jusqu'à une époque récente, les réductions du temps de travail étaient faites collectivement. Alors soit à la semaine, soit pour les congés payés, soit pour la durée de la vie active, pour préparer la retraite. Et maintenant, on a une forme de la réduction du temps de travail qui prend un visage tout à fait nouveau. C'est le temps partiel. C'est le temps partiel qui prévaut en Allemagne à des niveaux extrêmement élevés, beaucoup plus élevés qu'en France. Mais ça arrive. Ça arrive, et la France connaît cette évolution, et depuis les années 90, il y a un envol du temps partiel. 31% des femmes de l'emploi féminin est à temps partiel. Et donc, quand il prend cette ampleur, le temps partiel, ça dissimule l'ampleur du chômage. Effectivement, un Allemand sur 5 est aujourd'hui en situation de précarité, de temps partiel, etc., ou en mini-job. Et donc, on est véritablement à la veille ou en cours d'un basculement général du droit, de la hiérarchie des normes, de la manière dont on répartit le temps de travail et de la manière dont on avait un tout petit peu fait avancer la question de la démocratie à l'intérieur des entreprises. Et c'est tout ça qui est remis en cause en même temps. C'est plus qu'un coup d'arrêt, c'est quand même une grosse régression, c'est une énorme régression. Oui, quand je disais coup d'arrêt, c'était par rapport à l'évolution plutôt positive qui avait pu avoir lieu au cours des dernières décennies. Et qui est déguisée du coup sous un vocabulaire quand même extrêmement, je dirais, pervers, puisque là, il s'agit finalement, soi-disant, cette forme de libérer le travail, libérer les énergies. On libère le travail de quoi ? De ses protections. Exactement. Mais pour aller dans le même sens et peut-être encore plus loin, ce qui permet d'aborder un troisième point qui est très important dans les ordonnances, c'est que le droit du travail pendant tout le 19e, 20e siècle, il était là pour protéger les salariés. Aujourd'hui, les réformes du droit du travail, elles sont là pour protéger l'entreprise et pour protéger les profits. Un des points des ordonnances, par exemple, c'est ce qu'on appelle la barémisation des indemnités prud'homales. Alors c'est quoi ? Quand on est licencié, il faut un motif économique, disciplinaire, inaptitude, etc. En tout cas, il faut une raison, un motif qui est prévu par le Code du travail. Bon. Et si jamais on est licencié abusivement ou illégalement, on a le droit d'aller contester son licenciement devant les prud'hommes qui, si jamais le Conseil des prud'hommes estime qu'effectivement vous avez été licencié abusivement, vous octroie des dommages et intérêts. Des dommages et intérêts qui peuvent s'élever à des niveaux très importants en fonction du préjudice subi. Et ça, c'est les juges prud'homaux qui estiment ce préjudice. Et aujourd'hui, avec la barémisation des indemnités prud'homales, qu'est-ce qu'on dit ? On dit aux entreprises, ne vous inquiétez pas, vous faites des licenciements, ils seront jugés comme étant illégaux, vous saurez à l'avance, il y a un barème, vous saurez à l'avance combien ça vous coûtera. Donc non seulement vous savez combien vous coûte le licenciement, mais ça a toujours été le cas. Les indemnités de licenciement, elles ont toujours été prévues par la loi ou les conventions collectives. Mais aujourd'hui, ce que veut faire Macron, ce qu'il avait déjà essayé de faire il y a 2 ans, si on s'en souvient, et qui avait été retoqué par le Conseil constitutionnel et il revient à l'attaque aujourd'hui, c'est de dire aux entreprises, ne vous inquiétez pas, demain,
il y aura un barème, et quand bien même les licenciements que vous aurez faits, qui sont illégaux, vous serez attaqué devant le Conseil des prud'hommes, vous saurez combien vous aurez à payer. Donc on est véritablement effectivement devant un retournement, c'est-à-dire qu'on utilise aujourd'hui le Code du travail et le droit du travail, non pas pour protéger les salariés, puisque les protections baissent, mais pour sécuriser les entreprises et maximiser du coup leur rentabilité, leur profit, etc. quoi. Et à terme, de toute façon, on peut penser que les prud'hommes disparaîtront. Je pense qu'on aura toujours besoin d'une justice du travail. Est-ce que ce sera les prud'hommes, est-ce que ce sera une autre le jour où la justice prud'homale disparaît, qu'est-ce qui restera? La justice du contrat de travail. Et le contrat de travail, c'est le code civil. Et là, effectivement, on sera face à une vraie régression. Parce que ça veut dire qu'on n'aura plus en face, le salarié n'aura plus en face de lui que l'employeur. C'est-à-dire il y aura l'employeur et c'est le modèle anglo-saxon. Hein. C'est-à-dire c'est le contrat de travail qui prévaut. C'est-à-dire il n'y a plus de protection collective, ni la loi, ni les conventions collectives, ni les accords de branche. On va un peu vers ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en réduisant la place des accords collectifs et du Code du travail, de la loi au niveau national, on va effectivement un peu vers ça. Mais on n'en est pas encore tout à fait là, mais ça avance très vite. Hein, parce que il y a même une accélération. En fait, les ordonnances Macron, c'est une accélération. Parce que la généralisation de l'inversion de la hiérarchie des normes, elle était déjà prévue en fait par la loi El Khomri. C'est-à-dire que la loi El Khomri, elle était sur les congés, la durée du travail, etc. On inversait la hiérarchie des normes sur ces terrains-là. Mais elle prévoyait la mise en place d'une commission qui, dans les 2 ans à venir, allait réécrire le Code du travail sous cette nouvelle forme. Les ordonnances, en fait, aujourd'hui, elles accélèrent les choses et elles disent on va faire en 4 mois ce qui était prévu de faire en 2 ans. Merci beaucoup à vous. On va malheureusement pas pouvoir continuer à traiter de ce sujet qui mériterait beaucoup plus de temps. Hein. J'invite les téléspectateurs à se référer au site d'Attaque France et notamment à ce dernier manuel qui est paru sur Petit guide contre les bobards